entre toi et moi. Un jour ça va coller. Chérie, tu sais, de toi, je ne peux plus me décoller. Merci à toi, Benjamin. Décidément, tu ne seras ni la nouvelle star du football, ni la nouvelle star de la chanson. Les amis, bienvenue. Nouvelle vidéo, Olympique de Marseille. Ça commence à être régulier, on a l'habitude. On va attaquer directement dans le vif du sujet. Juste avant, oui, je vous souhaite une bonne semaine, un bon lundi. Le soleil revient sur Marseille, dans le sud de la France. J'espère que pour ceux qui regardent depuis un peu plus loin, vous avez un petit peu de soleil aussi. J'ai cru comprendre que c'était difficile sur le territoire français. On est ensemble. Non, nous on a du soleil. Les amis, on y va, c'est parti. L'aventure à Big Bay commence mal. L'Olympique de Marseille s'est incliné ce week-end, vendredi, pour être plus exact, 2-0 contre Brest. Dans un match, on va le dire, plutôt catastrophique, en tout cas la première période. Je vais essayer de faire bref. Je vais quand même rappeler le contexte. On avait Mehdi Benassia qui avait annoncé plus tôt dans la semaine sa démission, qui finalement n'en est pas une, car il aurait été rattrapé par McCourt, ce qui a ensuite laissé fuiter les plus que rumeurs de problèmes entre Longoria et Benassia au sein du club, et que Mehdi Benassia se serait fixé la mission probablement de faire sauter Pablo Longoria. À se demander du coup si ce coup de la fausse démission c'était pas volontaire dans le but justement de se mettre un peu McCourt dans la poche et pour essayer de faire sauter Longoria. Non pas que ça me pose un problème de faire sauter Longoria, il n'y a absolument aucun problème avec ça, mais c'est des méthodes longoriennes, j'ai envie de dire. Donc si c'est pour avoir juste quelqu'un qui fait pareil que celui qui est déjà en place, ça ne m'intéresse pas non plus. Je trouve que humainement l'Olympique de Marseille montre depuis 2 ans des choses qui sont pour moi inconcevables. J'en avais déjà parlé dans les vidéos précédentes, je vais juste en parler très brièvement là avant d'attaquer sur le match de Brest. Je trouve que humainement, dans ce que le club donne comme image par rapport à comment ça se passe avec les joueurs, comment ça se passe avec les entraîneurs, comment ça se passe parfois avec les supporters, comment ça se passe avec la presse, personne n'en sort grandi et ça se finit quand même souvent mal, avec beaucoup de joueurs. Et des joueurs qui ont tout le temps été présentés comme étant des exemples lors de leur passage. Et à la fin, ça finit toujours en eau de boudin. Je ne sais pas si c'est comme ça l'expression. Et je trouve ça parfaitement dommageable. Et c'est quand même parfaitement incarné par Pablo Longoria. Et je trouve que ça l'est également par Mehdi Benassia, qui a quand même un petit peu souillé quelques joueurs au cours de ces 2 ans et demi à l'OM. On peut noter une éventuelle progression qui pour moi n'est pas si grande que ce qu'on veut nous faire croire, mais en tout cas qui peut éventuellement exister. Mais il faut quand même arriver à relativiser et à pointer du doigt les réelles lacunes que présentent nos dirigeants sur le côté humain. Il ne faut pas oublier que le football et puis même une entreprise, c'est aussi gérer de l'humain et pas que des robots, pas que des sportifs. Donc ça, c'était important pour moi de le préciser. On va passer sur le match de Brest. Bon, premier match pour Habib Beye qui nous a proposé une nouvelle composition d'équipe. On a vu une espèce de 4-3-3, on va dire. Moi, une compo, un système tactique que j'attendais compte tenu de comment est bâti cet effectif. Le retour de Vermeeren qui avait plus vraiment joué depuis son expulsion contre Nantes au début du mois de janvier. Et on avait Pechao qui était à gauche, Højbjerg avec le brassard, une charnière, attention je vous mets la compo, une charnière avec Pavard et Aguerd. Après du classique sur les côtés avec Weah, Emerson, Rouli dans la cage, Timber évidemment, voilà Gouiri, bref, vous avez le topo. Première mi-temps qui a été catastrophique, probablement une des plus mauvaises premières périodes de l'OM cette saison, peut-être la plus mauvaise, je pense. Dans un climat dantesque quand même, avec des pluies diluviennes et un vent qui faisait rage sur le stade Francis Leblay. On s'est retrouvé, pas moi personnellement, mais les joueurs de l'OM complètement perdus et j'ai envie de dire émoussés et inondés par le climat brestois. Non pas que ce soit nécessairement une excuse, mais je pense que ça a dû forcément jouer. Et donc on s'est fait manger sur la première période. On s'est fait manger sur la première période par un des joueurs les plus sous-cotés du championnat de France qui s'appelle Ludovic Ajor, qui a marqué un doublé. Ses 2 premiers buts de la tête cette saison, mais c'est un mec d'1m96 qui face à des
des joueurs, enfin, je n'ai pas envie d'être offensant, donc face à des joueurs qui sont en grande difficulté de confiance et peut-être même de talent, il n'en faut pas beaucoup pour les déstabiliser. Et avec un gardien qui en ce moment qui a des mains pleines d'huile d'olive, quoi, je veux dire, donc c'est compliqué. Première mi-temps Kata, la deuxième mi-temps on a vu du mieux, Aubameyang est entré à la pause à la place de Vermeeren. De toute façon, à partir du moment où Brest jouait plutôt avec des longs ballons et de l'impact, c'est vrai qu'on avait peut-être plutôt besoin de nous d'aller les chercher plus haut. Et j'ai aimé le fait qu'Abibay a essayé de jouer dans la verticalité, essayé de le fait aussi d'associer Guiri et Aubameyang. Ça pourra éventuellement marcher sur certaines séquences, peut-être pas tout le temps les associer, mais je pense qu'il y a un schéma éventuellement à étudier, notamment si parfois on a besoin de revenir au score ou qu'on a besoin de retourner un match. Voilà, de savoir que les deux peuvent jouer ensemble, parce que moi je pense que les deux peuvent jouer ensemble, parce que Guiri a cette capacité à aller chercher les ballons plus bas et à se projeter rapidement vers l'avant avec le moins de pas possible, je veux dire, dans ses touches de balle. C'est un joueur qui va vite arriver à faire une différence dos au but, pour se mettre face au jeu, pour dédoubler, pour s'appuyer sur un coéquipier et peut presque faire office parfois de 10, même si j'ai envie de le voir aussi dans la surface parce qu'il a des vraies qualités de finisseur. Et on a Aubame qui est un buteur hors pair, peut-être un des meilleurs buteurs européens de par les compétitions dans lesquelles il a joué au XXIe siècle. Donc voilà, un buteur dans la surface généralement, peu importe l'âge, il est censé pouvoir trouver le filet. Deuxième période, c'était mieux, mais pas assez. Pas assez parce qu'on n'a pas réussi à les faire douter. J'ai presque envie de dire que même le penalty obtenu par Greenwood en fin de match était même presque trop tard parce que bon, on aurait pu à ce moment-là peut-être à 2-1 à la 83e peut-être aller chercher le 2-2, mais voilà, il aurait fallu en planter un dans les 15 premières minutes de la seconde période, ce qui n'a pas été fait. Et on a un coup d'air, le gardien de Brest, qui ne sait pas capter un ballon, mais qui a su par contre tous les repousser. Donc bravo à lui, il va bien chercher le penalty. Donc voilà, on va faire table rase de ce match-là. J'ai quand même malgré tout, et je vais reprendre mes quelques notes, quelques éléments quand même à placer. C'est que il y a quand même des statistiques quand on regarde ce qui se passe du côté de la Ligue 1 et notamment du coup de l'Olympique de Marseille. Moi, il y a des statistiques qui m'inquiètent parfaitement. Et il va falloir que je les retrouve. Alors attendez les amis, elles sont là. Voilà le récap des stats. Alors, de toute façon j'en ai parlé sur le compte Instagram hier et sur le compte Twitter X pour ceux qui me suivent sur ces réseaux-là. N'hésitez pas à suivre la page d'ailleurs, ce serait très sympa. C'est gratuit en plus, donc n'hésitez pas. Donc le récap des statistiques. Donc ça c'est des stats que vous pouvez retrouver sur le site de la Ligue. Voilà. Donc la LFP, donc tout ça est très officiel, c'est pas des chiffres que j'ai détournés ou quoi. Vous pouvez très bien vous rendre vous-même sur le site de la LFP et retrouver ces statistiques-là dans la section Data Center ou Data Zone, et vous avez tout, c'est très bien fait. Donc il y a quelques stats moi quand même qui m'ont chagriné et qui révèlent quand même un vrai problème qu'on a probablement tous remarqué au cours de cette saison. Donc ça veut dire depuis le premier match contre Rennes en août dernier et lors des plus de 30 matchs entraînés par Roberto De Zerbi, le match d'Abardonado et le match d'Abibay. Donc on est sur des statistiques qui sont l'héritage de Zerbien. Voilà, je suis désolé, hein, je ne vais pas lui passer la brosse à reluire aujourd'hui, je ne lui passerai probablement jamais. Voilà, il a fait un truc de bien à l'OM, Roberto De Zerbi, c'était de démissionner. Voilà. Donc sur les courses à haute intensité, donc il y a quand même une statistique quand même qui est très parlante sur l'intensité évidemment, mais sur l'impact et la volonté d'aller asphyxier aussi ou de se porter vers l'avant. L'Olympique de Marseille en Ligue 1 est 15e sur 18. 15e sur 18. On joue la Ligue des Champions hein, quand même. Je rappelle, pour un club qui joue la Ligue des Champions, on est 15e sur 18 dans les courses à haute intensité. Fun fact, on fait un peu d'anglicisme, Brest est 18e du championnat sur cette statistique-là et ils nous ont bouffé. Les duels gagnés, 11e sur 18 cette saison en Ligue 1.
Brest est 18e. Fun fact encore. Et ce qui est rigolo, c'est que sur ce match-là, Brest a gagné 58 duels et nous 44. Ça veut dire qu'on a joué contre la plus mauvaise équipe du championnat en termes de duels et ils nous ont bouffé. Les duels aériens gagnés. Alors là, pour le coup, Brest est premier. On aura pu le comprendre sur le match qu'on a joué vendredi. Sur les duels aériens gagnés, l'Olympique de Marseille est 16e sur 18. Donc on est dans les relégables. Voilà. On est niveau Ligue 2 dans les duels aériens gagnés. Est-ce que quand je dis ça, les gens comprennent bien ce que j'explique? Dans les duels aériens gagnés, s'il y avait un classement qui à la fin, on te dit, ah ben voilà, sur cette statistique-là, pardon, tu descends en Ligue 2, l'OM descend en Ligue 2. Parce que, j'exagère évidemment, hein, les gars, j'extrapole, mais bon, je suis Marseillais, donc voilà, pas plus con que mal habillé, je fais un petit peu du Marseillais. 16e sur 18 sur les duels aériens gagnés. Quand tu joues avec 3 défenseurs centraux. Et les mecs qui sont censés avoir de l'impact, de l'expérience, du truc, etc. Bon, évidemment, tu gagnes aucun duel dans la surface parce que tu as toujours un attaquant face à 4 ou 5 défenseurs qui sont toujours des armoires à glace, donc évidemment, bon. C'est compliqué. Et sur les interceptions, on est 12e sur 18. Alors j'ai pris ces statistiques-là, je vais répéter, c'est les courses à haute intensité, les duels gagnés, les duels aériens gagnés et les interceptions. Pourquoi? C'est volontaire de ma part, hein. On aurait pu aller voir d'autres statistiques comme le nombre de passes réussies, où je crois que l'OM est premier, le nombre de ballons perdus, je crois, où l'OM est dernier, mais ce qui veut dire qu'en fait on est premier du coup. Bon, ça reflète finalement assez bien ce qu'on a pu voir sous Roberto De Zerbi lors de ces 30 matchs ou 32 matchs qu'il a entraîné cette saison. C'est que on se rend compte qu'effectivement, à travers cette statistique-là, c'était sa volonté de garder le ballon et donc une privation de ballon parce que forcément, du coup, on n'en perdait pas. On en interceptait peut-être peu. Et par contre, il n'y a jamais eu aucune préparation de « Ah tiens, qu'est-ce qui se passe quand le ballon, on l'a pas ?» dans nos déplacements, qu'est-ce qui se passe quand les mecs nous rentrent dedans, comment on leur répond. Et on a une équipe de flanc Mireille, de flanc au pruneau, c'est ni fait ni à faire, et en fait tout s'explique. Tout est là, quand on regarde les chiffres, tout est là. C'est pour ça qu'on se fait dézinguer en Champions League, c'est pour ça qu'on se fait dézinguer face à des équipes dont leur pain quotidien c'est d'envoyer des tampons. Parce que nous, en fait, on joue comme on s'entraîne comme on joue. Et j'ai envie de te dire, on s'entraîne comme on est dirigé. Et tout s'explique. Si on se posait des questions sur qu'est-ce qui ne va pas à l'Olympique de Marseille, les stats, elles sont là. J'avais fait tomber un stylo. C'est aberrant de constater ça. C'est l'héritage Kissiamo, l'héritage De Zerbien, l'héritage Panettone, l'héritage Guignolo. De se dire qu'on a laissé à ce mec les pleins pouvoirs. Je le répète, on n'a plus personne dans le staff. Bey a fait le match de Brest sans ses adjoints qui justement étaient coincés toujours par Rennes. Je ne sais pas si maintenant ils sont disponibles. Et l'héritage qu'on a, c'est une équipe de limaces, de guimauves qui se fait écraser par le moindre petit club qui passe. Et il y a des mecs qui vont continuer à appeler « Non mais on a gagné 5-0 ». Vous êtes des sgeeks, vous ne comprenez rien au football. Voilà. Je vous l'ai dit, vous ne comprenez rien au football. Voilà. Vous pouvez venir débattre avec moi d'ailleurs. Hein. J'ai probablement des copains qui vont pas tarder à rejoindre mon comptoir. Voilà, parce que j'ai pas envie d'être seul et que j'ai envie aussi d'avoir du débat. Et du coup, l'intérêt, c'est d'avoir que des gens qui sont d'accord avec moi. Mais je vous le dis, les gars, il va falloir se réveiller tôt parce que moi, je bosse et je cherche toutes les statistiques qui peuvent essayer de comprendre ce qui se passe et ce qu'on est en train de vivre aussi, nous, en tant que supporters, de se prendre des coups de marteau toutes les semaines sur la tronche. À ce sujet, je me permets de rajouter Mehdi Benassia, avec tout le respect que j'ai pour toi. À un moment donné, mon pote, là, ce match de Brest, pour moi, il est pour lui. Voilà. Parce que s'il ne nous fait pas son petit caprice de Madame la Marquise, de est-ce que tu pars, est-ce que tu restes, est-ce qu'on te gratte un peu le cul, Mehdi, pour savoir, peut-être qu'Habib Beye, il signe le lundi, et il ne signe pas le vendredi matin ou le jeudi après-midi, et qu'il a une semaine de séance d'entraînement pour préparer quelque chose contre Brest. Voilà. Parce que là, entre le match de Strasbourg, le match du Paris FC, le match du PSG, le match de Brest, où tu prends quoi? Tu prends 2 points, 2 points sur 12. Tu prends 2 points sur 12. Et heureusement
que l'Olympique Lyonnais s'est incliné face à Strasbourg. Parce que du coup, ça nous laisse, parce que maintenant je vais me projeter sur l'après, ça nous laisse un espoir éventuel de recoller à Lyon dimanche en cas de victoire. Et avec du coup ce stage des joueurs qui partent à Marbella, qui devraient arriver à Marbella ou qui sont probablement déjà arrivés au moment où la vidéo sera diffusée, de ce match de l'Olympique Lyonnais, comme je disais, et du Toulouse FC qui va arriver 3 jours après, qui sont les 2 derniers matchs où l'Olympique de Marseille va pouvoir se dire « Ok, on a 2 mois de saison qui arrivent avant la Coupe du Monde, on a 2 mois de saison qui arrivent, on peut se permettre, nous joueurs, mais nous supporters, de se dire ça va être une saison où il va y avoir du kiff. » Parce que 4e avec une Coupe de France, pour moi, c'est du kiff. 3e avec une Coupe de France, là, c'est pump it up. Et même, je vais le dire honnêtement, moi, j'aurais une histoire à raconter si on fait 5e et Coupe de France. Mais bon, ça, c'est personnel. Voilà, personnel. Moi, ma priorité, c'est la Coupe de France. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ne serait-ce qu'en termes d'impact, d'image, de pouvoir battre l'Olympique Lyonnais dans un stade Vélodrome qui va t'accorder probablement une de tes dernières chances cette saison. Hein. Parce que là, si ça passe pas, terminé. Hein. Terminé. Alors, petit message à tous les mecs là, qui revendent des abonnements à la sauvette. Je peux vous dire que vous, votre fin de saison, elle se joue comme ça. Hein. Donc, le stage de Marbella, moi, ce qui va m'intéresser sur ce stage, c'est de savoir déjà est-ce que Habib Beye va comprendre à peu près comment il va travailler avec cet effectif qui a été construit, et je vais paraphraser Rudy Garcia, qui était lui aussi un sacré guignol, mais bon, il avait dit une formule de phrase qui m'avait bien plu à l'époque, il y a 10 ans à peu près, qu'il avait dit « Cet effectif a été construit en dépit du bon sens ». Il avait dit « Eh bien, on a cette année à l'OM un effectif qui est construit en dépit du bon sens ». J'ai mes petites notes, évidemment, parce que j'ai bossé. On a démarré la saison avec 5 défenseurs centraux qui sont encore là, bon, qui présentent une certaine polyvalence. On avait 3 arrières droits, enfin latéraux, pistons, vous appelez ça comme vous voulez. Aujourd'hui, on n'en a plus qu'un de métier, c'est Wea. Emerson à gauche, c'est le seul. Avant, il y avait Garcia qui est parti. Alors, on a un peu Medina qui peut jouer, mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'on jouerait avec 4 défenseurs centraux, peut-être avec Pavard et tout, style un peu Allemagne 2014 ou France 2018. Hein. Moi, ça ne me gêne pas hein, en soi. De toute façon, j'ai des doutes sur Wea, sur sa capacité à jouer arrière droit dans une défense à 4. Je ne vais pas vous mentir, joueur que j'apprécie énormément, mais pour moi, c'est un piston. Milieu de terrain, on avait 7 milieux de terrain centraux. Voilà, moi, vous les connaissez, Højbjerg, Kondogbia, Vermeeren, Nadir, Gomez, O'Reilly, Bacola. Gomez, O'Reilly qui étaient arrivés, ils sont repartis. Ça, c'est le fétichisme mercato de Pablo Longoria. Et du coup, on a fait venir Abdelli, Timber et Nadi. Alors Nadi, si vous n'êtes pas au courant, c'est un jeune joueur nigérian qui a gagné probablement un sponsor de 6 millions d'euros pour être le supporter le mieux payé au monde, je pense. Parce que sur 4 ou 5 matchs qu'il est là, il a fait 4 ou 5 fois tribune. Alors peut-être qu'il est là pour tester la qualité des sièges, je ne sais pas, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il vaut ce jeune garçon et comment ça a été décidé ce recrutement, parce que peut-être qu'il est bon, peut-être qu'il n'est pas bon, j'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, le seul truc qu'il a vu, c'est la buvette des loges du stade Vélodrome. Donc voilà, 7 milieux centraux. Donc ce que je disais, c'est Habib Beye. Bon ben voilà, est-ce qu'il va réussir à trouver la formule déjà pour relancer lancer la dynamique dans cet effectif, arriver à créer du lien dans cet effectif, trouver des leaders qui va pouvoir responsabiliser sur la fin de la saison. Et là, vous pouvez suivre mon regard qui va aller vers là, mais surtout, qui sont ces leaders? Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas de leader, que même les mecs qui pourraient être incarnés comme des leaders, quand je les vois, je me dis, même moi, si j'étais joueur, est-ce que je le dis honnêtement, j'ai eu des capitaines en amateur qui m'inspirent plus, qui m'ont plus inspiré. Il y en a quelques-uns qui se reconnaîtront peut-être si on regarde la vidéo, qui m'ont plus inspiré quand ils étaient sur le terrain que quand je vois Højbjerg, voilà. Gerd qui de toute façon, on le voit, il est en dépression complète depuis son retour de la CAN, c'est cata. Pavard, c'est une couille molle. Balerdi, Medina, les 2 frères Muchachos, voilà, qui se montent le bourrichon juste pour nous faire de la merde. Donc il n'y a pas de leader dans cet effectif, et je me dis peut-être que Habib Beye va réussir à en trouver et à
et arriver à relancer ça. Donc on a ces deux matchs voilà, de Lyon et de Toulouse, qui sont les deux dernières chances de cette saison avant que ce soit officiellement un très 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 gros accident industriel. Pardon. Donc voilà, je vais conclure juste en vous souhaitant une bonne soirée, une bonne semaine et en passant un petit mot pour un journaliste qui est emprisonné injustement par la dictature qu'est l'Algérie. Il s'appelle Christophe Glaise. Il n'a rien fait de mal. Plus, il était plutôt là pour parler football quand il était en Algérie. Il s'est fait emprisonner. Il est toujours en captivité dans cette dictature qu'est l'Algérie. Et je suis passé aujourd'hui à Marseille et j'ai vu voilà, cet immense panneau qui m'a juste refait penser à lui. J'étais déjà au courant de l'info évidemment. Et quand un pays enferme un journaliste, ça montre bien la bassesse d'un État et la bassesse de ses dirigeants. Donc voilà, j'ai une pensée pour ce monsieur qui devrait être une des priorités normalement du ministre des Affaires étrangères ou de tous les diplomates français pour essayer de le libérer. C'est pas le cas. Et moi, c'est même pas que ça me chagrine, c'est que ça me consterne. Voilà. Quand la France, qui normalement est censée être le pays des droits de l'homme et de la liberté de parole, etc., n'est pas capable de faire libérer un de ses journalistes et un de ses compatriotes, je trouve que ça remet en question beaucoup de choses en termes éthiques et humains. Bref, on va quand même se souhaiter une bonne semaine malgré tout. Vous me retrouverez plutôt sur des shorts ou alors sur prochainement la chaîne TikTok qui est en train de se mettre en place et Instagram et Twitter et machin et mes couilles, vous le savez. Je vous souhaite malgré tout une belle soirée et je vous dis allez l'OM. Ciao tout le monde. Entre toi et moi, un jour ça va coller. Chérie, tu sais de toi, je ne peux plus me décoller.